Du coup, je vous propose qu'on commence. Donc, je m'appelle Julie Alborghetti. Je travaille au comité départemental d'éducation pour la santé et j'ai le plaisir de vous accompagner ce matin au cours de cette matinale. Donc, ce temps d'échange devait initialement se dérouler à Nîmes en présentiel et donc on a, au regard du contexte, reconverti le format en visioconférence et ça nous donne la possibilité aussi de pouvoir accueillir un plus grand nombre de participants dans des conditions différentes, mais on aura quand même la possibilité d'échanger. Cet événement vous est présenté par l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion pour la santé, l'IREPS Occitanie, structure qui a pour objet de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs du territoire. L'événement de ce matin s'inscrit dans le cadre des actions du DRAPS, dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Occitanie. Ce dispositif a pour vocation d'informer, de former et d'échanger autour des actions en prévention et promotion de la santé sur les départements de la région Occitanie. Et c'est un dispositif qui est financé par l'Agence régionale de la santé Occitanie. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ce matin de vous proposer une matinale de la recherche. Donc les matinales de la recherche, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des rencontres qui sont organisées pour valoriser les projets de recherche et de recherche-action en prévention et promotion de la santé. Donc, ce sont des temps qui ont pour vocation de favoriser les échanges, de renforcer les capacités des acteurs, de valoriser des projets locaux, régionaux, et aussi de pouvoir échanger sur les freins et les conditions de réussite de la recherche interventionnelle. Donc, voilà pour les quelques mots d'introduction. Je vois qu'il y a encore des participants qui nous rejoignent. Je leur souhaite la bienvenue et vous propose de continuer cette présentation par d'abord la présentation des intervenants. Donc, je vais céder rapidement la parole au docteur Lacambre, psychiatre coordonnateur au Centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles Languedoc-Roussillon, donc le CRIAS Languedoc-Roussillon, et à Madame Cindy Prudhomme, psychologue clinicienne, référente de prévention. Bonjour, merci. Alors, avant de vous céder la parole, docteur Lacambre, je présente juste quelques données chiffrées. Il y en a pour quelques secondes qui vont permettre aux dernières personnes de nous rejoindre. Donc, par rapport au thème de ce matin, les violences sexuelles. Donc, déjà, vous rappelez que 80% des victimes sont des mineurs. Donc, c'est une donnée fondamentale pour le travail qui va vous être présenté ce matin. Vous précisez aussi que selon un rapport de l'OMS rendu public en 2014, 20% des femmes et 5 à 10% des hommes dans le monde ont subi les violences sexuelles pendant leur enfance. Selon l'enquête Virage, violences et rapports de genre, 94% des agresseurs sont des proches, 50% sont un membre de la famille et 25% des agresseurs sont aussi mineurs. Donc, des éléments très importants pour nos échanges. Ces agressions, elles sont lourdes de conséquences sur la santé des victimes. Au moment des faits, plus de la moitié des victimes déclarent n'avoir pu en parler à personne. 84% des victimes sont obligées de fréquenter leurs agresseurs jusqu'à leur majorité. Et 96% des victimes agressées dans l'enfance ont des troubles de santé mentale. La moitié des victimes ont des conduites addictives, 40% ont fait des tentatives de suicide. On constate aussi que le risque de cancer est augmenté de 21% à l'âge adulte. Donc, des données vraiment marquantes, parlantes, qui nous invitent à l'action. Donc, ne rien faire, c'est aggraver la spirale des violences et la botte. Et justement, un outil de prévention et d'éducation qui est développé par le CRIAS Languedoc-Roussillon pour agir. Donc, c'est un outil destiné à tous les professionnels qui interviennent auprès des mineurs âgés de 5 à 18 ans. Donc, je cède maintenant la parole au docteur Lacambre et à son équipe pour qu'il puisse nous présenter plus en détail leur démarche et cet outil. Bien, bonjour, bienvenue à tous. Merci au DRAPS, à l'IREPS Occitanie. Merci Marie Donus, Guillaume Reis pour la technique. Vous dire que ce projet est soutenu par l'ARS Occitanie et la Direction générale de la cohésion sociale. Nous allons vous présenter l'ensemble du processus qui nous a conduit d'une part à envisager ce projet qui est
assez colossal et qui sera toujours un prétexte pour proposer des interventions de prévention efficaces afin de prévenir, en prévention primaire, mais aussi secondaire et tertiaire, l'apparition de violences à caractère sexuel et sexiste. Je vais intervenir dans un premier temps et ensuite je laisserai la parole à Cindy Prudhomme, qui est psychologue clinicienne au CRIAVS, au Centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, qui vous parlera de toute la dimension plus technique, scientifique, de la méthodologie de constitution de cette boîte à outils de prévention. Vous dire que je suis psychiatre hospitalier et pas un psychiatre d'auteur de violences sexuelles, mais de manière plus large, nous accueillons ici toutes les personnes qui sont en difficulté avec la question de la sexualité, des comportements sexuels problématiques, qu'ils soient symptomatiques d'une autre affection ou dans le cadre d'un trouble psychiatrique qu'on appelle des paraphilies. Je coordonne une filière de psychiatrie légale avec 3 équipes, une équipe en milieu carcéral à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, une équipe dans une unité de soins intensifs de psychiatrie qui accueille des patients médico-légaux et le centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles qui est le CRIAVS de Languedoc-Roussillon. Donc on va dérouler dans une première partie le contexte, d'abord international, national, régional, et puis la création de cette équipe support qui est une équipe du CHU de Montpellier. Nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas un groupe isolé de professionnels. Nous sommes une petite équipe pluriprofessionnelle au sein du CHU de Montpellier, dans le département d'urgence et post-urgence psychiatrique du professeur Philippe Courtet à l'hôpital La Péronie. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte sur le plan international. Vous l'avez dit, les violences sexuelles sont un problème, non pas isolé, mais universel, malheureusement, et de santé publique, au sens où elles vont avoir un impact sur l'ensemble de la population. Vous l'avez évoqué, un impact à la fois somatique, avec l'apparition de pathologies organiques, somatiques, en particulier auto-immunes, et un impact psychiatrique tout au long de la vie du sujet. Les violences sexuelles seraient l'un des principaux contributeurs à la charge mondiale de morbidité, c'est-à-dire qu'en termes de coût, le facteur et le poids économique est un des plus importants. Et si on commençait à traiter correctement le problème, on ferait de sérieuses économies pour l'ensemble de nos systèmes de soins et pour la population. Les effets de la victimisation peuvent contribuer, on l'a dit, de manière significative. Il y a plusieurs études rétrospectives, prospectives, qui ont montré que ça favorisait en particulier l'émergence de troubles psychiatriques. Alors, vous le savez, dépression, anorexie, troubles des conduites alimentaires, mais aussi addiction, conduite suicidaire. Et on a quelques études qui ont montré que le risque relatif de tous les troubles psychiatriques était augmenté lorsqu'il y avait eu des violences sexuelles dans l'enfance. Donc, moi, en tant que psychiatre, j'ai un intérêt particulier à réduire l'incidence de ces violences sexuelles pendant l'enfance, ce qui me permettra d'avoir moins de travail plus tard avec des adultes qui seraient moins en souffrance. Le contexte national, voici des statistiques à la fois du ministère de l'Intérieur, l'étude Interstat 2018, et aussi avec une enquête plutôt de victimation qui avait été réalisée par l'Association de mémoire traumatique et victimologie. D'emblée, attirer votre attention sur les sources. À chaque fois, vérifier les sources, de quoi on parle, qui parle. Ça permet d'ajuster certains biais, puisque en fonction, encore une fois, de la source et des enjeux, on va pousser ces chiffres pour obtenir éventuellement des réponses ou des moyens. Du côté du ministère de l'Intérieur, sur l'année 2018, c'est près de 100 000 femmes en France qui déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol chaque année, en sachant que moins de 1 sur 10 va déposer plainte. De manière globale, si on compte l'ensemble des victimes par an de violences sexuelles, on est à plus de 235 000 en France, ce qui représente une personne pour 200 habitants, uniquement pour les personnes majeures. Et si on a introduit la question des mineurs, on va multiplier ces chiffres entre 3, 5 jusqu'à 10 en fonction des contextes. En 2017, l'année qui précède, environ 1 million de femmes ont été confrontées au moins une fois à une situation soit de harcèlement, alors sexuel, verbal, physique, au travail, le plus souvent dans des espaces publics. Un agresseur sur 10 est âgé de moins de 13 ans. La question des mineurs auteurs est un enjeu fondamental puisqu'en France, aujourd'hui, 40% des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs sont eux-mêmes des mineurs. Donc, il s'agit de cibler nos interventions en prévention secondaire et tertiaire aussi sur les mineurs. Les conséquences sur les personnes victimes sont majeures, on vous l'a dit.
avec l'apparition de troubles psychologiques, psychiatriques, et voire somatiques, et surtout des conduites suicidaires avec une corrélation stricte entre la durée, la répétition des agressions et le risque de conduite suicidaire, voire de décès par suicide. Puisque le risque, à force d'avoir des conduites ou des tentatives, c'est de se tuer pour de vrai. Le contexte régional. En Occitanie, voici l'ensemble des marqueurs à la fois directs et indirects sur les rapports et les chiffres donnés du CREAI, ORS. Une fois sur deux, les victimes de violences sexuelles avaient moins de 10 ans en Occitanie. 13% de la population des victimes de violences sexuelles est mineure. 440 enfants victimes de viol en 2017. Donc là, c'est le chiffre officiel, en sachant que vous savez qu'il y a un chiffre noir qui représente entre 5 et 10 fois le chiffre officiel, qui signifie qu'on a un énorme travail autour de la révélation et du signalement pour pouvoir accompagner ces enfants, ces mineurs, ces personnes vulnérables vers un processus à la fois judiciaire, mais aussi de soins. Ce qui signifie aussi qu'avec une prévention efficace, on pourrait réduire l'incidence de ces violences et diminuer le nombre de victimes. Les violences sexuelles subies sont plus fréquentes chez les personnes en situation précaire. Et là aussi, c'est une donnée stable. Les personnes vulnérables sont plus à même de subir tout type de violence, en particulier des violences sexuelles. Malheureusement, on constate une augmentation des violences sexuelles révélées. Alors là aussi, augmentation de 17% entre 2017 et 2018 des infractions à caractère sexuel. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle puisque ça signifie que les personnes ont un accès au dépôt de plainte et à des ressources judiciaires. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore trop de violences sexuelles et que peut-être on a encore ce travail de révélation et de prévention à organiser. Les marqueurs directs, ça concerne les violences sexuelles révélées. Les marqueurs indirects concernent la situation de détresse psychologique. Et là aussi, si on reprend les chiffres du baromètre Santé Occitanie 2016, en Occitanie, 17% de la population s'estime en situation de détresse psychologique, ce qui renvoie à la notion de vulnérabilité et donc du coup de cible privilégiée éventuellement d'abus, de violence. Les addictions, qui sont aussi un très bon marqueur indirect, consommation quotidienne dans la population d'Occitanie, environ une personne sur 3 consomme du tabac, une personne sur 10 consomme de l'alcool très régulièrement, une personne sur 10 consomme du cannabis. Ça, pour nous, c'est un marqueur indirect aussi de souffrance, de mal-être, l'entrée dans des addictions, des consommations qui permettent de réduire l'angoisse, éventuellement de traiter des symptômes, enfin d'avoir l'illusion de traiter des symptômes psychotraumatiques. Enfin, dépression et suicide, qui sont des conséquences immédiates et souvent à court terme. 750 décès par an en Occitanie par suicide, ce qui est un chiffre très important au niveau national. Plus de 6 000 hospitalisations par an, 1 700 000 passages aux urgences par an. En réduisant l'incidence et la prévalence des violences sexuelles, on aura probablement un impact sur ces chiffres dans l'après-coup. Et pour nous, encore une fois, c'est fondamental de pouvoir envisager une prévention efficace. Alors, comment, par qui? 2 circulaires, 2006 et 2008, pour proposer la création d'équipes pluriprofessionnelles sur l'ensemble du territoire national, qui sont des centres ressources pour les intervenants prédateurs de violences sexuelles, CRIAVS. Il y a 24 CRIAVS sur l'ensemble du territoire national, une fédération française des CRIAVS, avec 6 missions. Une mission d'animation de réseau pluriprofessionnel, en particulier santé-justice, pour l'articulation des différents acteurs dans l'accompagnement des professionnels autour des auteurs de violences sexuelles. Une mission d'information auprès des publics, alors population générale, mais aussi population cible de professionnels. Une mission de documentation avec un centre de documentation. On a 200 à 300 ressources papier, mais on a aussi un réseau national de documentaires qui est très performant. Ensuite, un soutien aux professionnels, qu'ils soient de santé ou judiciaire ou pénitentiaire ou dans le champ sanitaire et social. Une dimension de recherche, puisque nous portons des recherches spécifiques autour des violences sexuelles et des comportements sexuels problématiques. Et ensuite, enfin, celle qui nous concerne, la mission de prévention, en particulier à l'endroit des mineurs, puisque nous avons développé une idée qui était relativement simple, de constituer, sur la base d'un recensement quasi exhaustif des outils existants, une boîte à outils à destination des professionnels pour intervenir de manière efficace, mais aussi, j'allais dire, efficiente sur l'ensemble des paramètres impliqués autour de la prévention primaire, secondaire et tertiaire des violences sexuelles. Vous dire aussi que le CRIAVS de Languedoc-Roussillon, qui a été créé fin 2009, donc il y a maintenant 11 ans, a proposé d'emblée une offre de soins qui ne fait pas partie de ses missions.
Nous sommes intégrés dans un département d'urgence et post-urgence psychiatrique et nous avons une file active d'environ 400 patients par an que nous suivons avec des thérapies individuelles, psychologues, psychiatres, des groupes de parole, des thérapies familiales systémiques, les différentes techniques qui nous permettent d'intégrer dans la prise en charge les différents professionnels en partenariat adapté, alors santé, entre différents professionnels de santé, mais aussi santé-justice. Ce CRIAS est intégré, je vous le disais, dans une filière plus générale de psychiatrie légale au sein du CHU de Montpellier avec une activité transversale, ce qui nous permet d'avoir une continuité des prises en charge et des suivis. Constat concernant la prévention. À la création du CRIAVS, nous avons regardé un petit peu ce qui existait avec le premier constat, c'est qu'il y avait peu d'outils pratiques, consensuels, validés. Validés au sens qui ont fait leur preuve evidence-based medicine avec des paramètres d'évaluation pour pouvoir confirmer leur intérêt, alors soit effet immédiat après l'intervention, soit l'effet retardé avec une stabilité dans le temps, et des outils simples pour pouvoir guider l'ensemble des professionnels sur le terrain autour de la question des violences à caractère sexuel et sexiste. Adossé à ce manque d'outils pratiques, nous avions fait le constat qu'il y avait peu de formations spécifiques dédiées à la prévention, en particulier primaire, des violences à caractère sexuel et sexiste, avec une pauvreté autour des outils à disposition, c'est-à-dire que peu ou pas d'outils, en particulier transversaux, c'est-à-dire qui puissent vraiment aborder l'ensemble des facteurs de risque ou de protection des violences à caractère sexuel et sexiste sur l'ensemble de la population mineure, en considérant que plus on intervient tôt, plus ça sera efficace. Et un autre problème, nous avons rapidement constaté que les victimes avaient un risque augmenté de répéter les violences qu'elles avaient subies, en particulier lorsqu'elles étaient mineures, et de devenir à leur tour des auteurs. Donc pour nous, il y avait une sorte d'urgence à pouvoir mettre en place des solutions efficientes avec une réflexion d'emblée entre 2009 et 2010 autour de la création peut-être d'une boîte à outils simple, efficace, validée de prévention de l'ensemble des violences à caractère sexuel et sexiste. Et c'est sur ce point que je vais passer la parole à Cindy Prudhomme, qui a été la cheville ouvrière et l'actrice principale de l'ensemble du process de constitution et de l'accompagnement méthodologique de la boîte à outils de prévention. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter en effet la méthodologie scientifique qui nous a permis de réaliser, de construire, d'éditer donc cette boîte à outils de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste. Donc, je vous présente juste le calendrier. Donc, ça a pris quand même, on a pris le temps de bien faire les choses, en tout cas d'essayer de les faire correctement au mieux. Donc, depuis 2011, c'est un projet, puisque le CRIAVS donc, a ouvert vers 2010. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui a commencé vraiment dès le départ, dès notre constat auprès des professionnels et principalement auprès des éducateurs qui, en effet, nous disaient qu'il y avait très peu d'outils pour prévenir les violences sexuelles. Donc, la première étape, ça a été en effet de repérer l'existant, donc les programmes, les outils, les analyser et d'en faire la synthèse. Donc, en effet, on a analysé, repéré par tranche d'âge, par thématique, donc ce qui pouvait se passer. En 2013, donc ça a pris en effet un peu de temps. On a mis en place un comité de réflexion aux outils de prévention que je vous présente là tout à l'heure, avec plusieurs professionnels, donc pluriprofessionnels surtout. C'était ce qui nous intéressait, d'avoir en tout cas un champ diversifié de professionnels qui nous amènent leur expertise justement et qui viennent signifier les manques ou les améliorations apportées à cette boîte à outils. 2014, on a expérimenté aussi notre boîte à outils sur des publics concernés, donc avec plusieurs types de populations. Donc évidemment auprès des enfants, en tout cas toujours entre 5 et 18 ans, mais dans une population assez diversifiée. Donc je vous montrerai aussi un petit peu ce qu'il en est. Donc ces outils ont été validés par des experts, donc référents aussi dans leur domaine. On a conceptualisé ensuite cette boîte à outils, donc qui fait à peu près 3,9 kg. On les a édités et on a ensuite insisté et on souhaite vraiment garder cette formation auprès des professionnels
de cette boîte à outils. C'est-à-dire que cette boîte à outils, elle ne vous sera pas donnée comme ça ou prêtée sans formation au préalable. Donc pour nous, le principal, en effet, c'est cette boîte à outils. C'est cette formation, pardon. Ah. Donc, le recensement de l'existant, j'ai repris donc tous les guides et outils francophones. Donc, francophones au plus près, en tout cas, de nos valeurs, de notre culture. Donc, sans limitation, en effet, de pays d'origine. Donc, tout ce qui était en accès gratuit. Donc, facilité aussi par l'accès à Internet à l'heure actuelle. Donc, tout ce qui était significatif de la prévention des violences sexuelles et sexistes impliquant donc des mineurs. Donc, je n'ai pas pris les programmes qui étaient spécialisés ou significatifs auprès des adultes. Donc, je suis vraiment restée auprès des enfants. Donc, publié jusqu'en 2016, ce qu'on a vu, donc de 2011 à 2016, enfin de 2011. J'ai repris ce qui était antérieur évidemment à 2011, sans limite, mais en effet, je me suis arrêtée à 2016. Depuis 2016, il y a quand même des choses qui ont changé. Il y a eu des guides et des outils qui ont évolué. Donc, il y a eu quand même beaucoup plus. Il y a une démarche, en tout cas, qui a été faite de recherche, d'intérêt, d'outils de prévention. Donc, depuis. Donc, vraiment, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, mais je l'ai retravaillée et il y a plus d'outils qui ont été proposés. Sans se limiter en tout cas aux outils libres de droit ou de se limiter. Des références pédagogiques. Donc au départ, j'ai cherché dans les moteurs de recherche comme Google, dans les bases de données bibliographiques. Je vous ai mis donc WorldCard, Cairninfo, Santé Psy et bien d'autres de prévention, avec des mots-clés suivants: guide, outils, mallette, trousse, mal-outils. On trouve de tout, on trouve plein de choses différentes. Avec, on les appelle justement différemment, associés à des termes comme intervention, animation, pédagogie, prévention, sensibilisation. Et tout ça, ça parle en tout cas de la prévention et de la façon dont on est un peu perdu aussi dans cette prévention et dont on cherche. Associé donc aux violences sexuelles, donc dans les termes aussi, c'est très large et ça comprend énormément de termes donc diversifiés. Les violences sexuelles, les violences sexistes, les agressions sexuelles, sexisme, abus sexuels, harcèlement, cyberharcèlement, comportement violent, violence de genre, drogue du viol, etc., etc. Donc il y en avait beaucoup. Donc j'ai mis tout ça un petit peu sur Internet pour voir un peu ce qui est en recherché. Au niveau des résultats obtenus, donc les outils francophones en accès partiellement ou totalement gratuit, les plus pertinents donc, ont été sélectionnés, conservés, donc sous une version papier, PDF, dans les données, sous une base de données interne au CRIAS. Il y avait un nombre assez important de ressources qui ont découlé du fait du chevauchement qui existe entre les thèmes étroitement liés à l'intérieur d'une perspective globale de la prévention des violences sexuelles, telles que le développement des compétences psychosociales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, en sachant aussi que c'est un facteur de risque. Donc, comme vous pouvez peut-être le savoir, nos auteurs de violences sexuelles sont extrêmement carencés au niveau des habiletés psychosociales. Donc, on a aussi croisé des données avec l'hypersexualisation, les dangers du net, etc. Donc, l'intérêt était vraiment de chercher au-delà de la catégorie explorée, d'aller plus loin, en tout cas, au sein des documents proposés et d'avoir un matériel pertinent, utile, même s'il était catégorisé sous un titre beaucoup moins ambitieux, c'est-à-dire pas autour des violences sexuelles même. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez une thématique qui est l'estime de soi, qu'on va retrouver aussi régulièrement chez nos auteurs ou chez nos victimes, qui sont extrêmement carencés, et n'apparaît pas toujours dans les programmes de prévention des violences sexuelles. Décidément, c'est bon, ça va faire. J'en reviens maintenant. Attendez, excusez-moi. Non, comment on revient en arrière? Voilà. Excusez-moi. Donc la deuxième étape, c'était donc l'analyse de l'existant. Donc ce qui m'est resté, donc c'est les pays donc francophones, France, Belgique, Suisse et Canada, que j'ai pu donc un peu
travailler, puisque au niveau de la culture, il y avait très peu de différences. Donc, on peut en tout cas se saisir de ce qui nous amène. Donc j'ai traité par ordre de chronologique, par une progression de l'histoire justement de la prévention, avec un ordre de publication. Donc je les ai catégorisés dans une population cible qui se trouve être la petite enfance, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, ceux qui s'adressaient aussi aux parents ainsi qu'aux professionnels. Parfois uniquement en effet aux parents ou uniquement aux professionnels. Les thématiques abordées, donc, on les retrouve donc en gras dans mon analyse. Donc violence sexuelle, donc qui reprend aussi le harcèlement sexuel, les discriminations avec le sexisme, les conduites à risque sur Internet, donc tout ce qui est cyberharcèlement, danger du net, et l'hypersexualisation. Donc il nous reste comme ça 1, 2, 3, 4, 5 thématiques principales. Spécifié aussi en sous-thématique, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que justement on s'intéresse aux compétences psychosociales, au respect et aux différences, aux émotions, au corps, relations, sexualité, aux normes et aux lois, aux médias et au signalement. Donc, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que dans ces thématiques abordées, est-ce dans ces programmes de prévention, on abordait aussi ces sous-thématiques qui étaient quand même repérées grâce aux facteurs de risque de protection des violences à caractère sexuel et sexiste. Dans les techniques d'animation, il n'y avait pas de restriction dans cette catégorie, hein, je les ai toutes prises, mais pour une lisibilité, je les ai regroupées aussi en 11 catégories, puisque là aussi, c'est extrêmement large. Donc, j'ai repris les discussions et dans les discussions, j'ai mis tout ce qui était débat, cercle de parole, brainstorming, remue-ménage, interview, etc. Je les ai regroupés dans une thématique. Tout ce qui est activité éducative, donc les questionnaires, les quiz, les explorations à visée éducative. Tout ce qui était activité artistique, l'expression de soi, théâtre, marionnette, dessin. Travail en équipe, en collaboration. C'était important aussi de pouvoir collaborer, coopérer. Avoir confiance, donc tout ce qui était exposition aussi, on travaille en collaboration. Le travail corporel qui reprenait, donc tout ce qui était autour de la danse, du chant, du mouvement. Tout ce qui était jeu de rôle, donc il y en a quand même relativement beaucoup là au niveau du jeu de rôle, hein, mise en scène, psychodrame, donc sont relayés dans cette catégorie. Au niveau du travail intérieur, on parlera plutôt de relaxation, de respiration, de visualisation, de sophrologie. Au niveau de la lecture, donc ça reprendra en tout cas tout ce qui est histoire, contes BD, témoignages, etc. L'écriture, l'audio-vidéo et tout ce qui est plutôt à visée informative. Donc j'ai regroupé tout ça. Donc les types de ressources aussi, donc les guides pédagogiques, ce qui est pédagogique, ce qui est lié avec des activités et une aide théorique, ce qu'on appelle aussi les guides méthodologiques. Donc c'est l'ensemble des méthodes qui sont régies donc, par la recherche scientifique ou théorique. J'ai inscrit aussi s'il s'agissait d'ouvrages, parce qu'il y a des ouvrages aussi qui reprennent sous ces guides théoriques, et les fiches activités, donc si en effet elles s'adressent à des professionnels en direction des enfants et des adolescents, comme nous on le souhaitait en tout cas que la botte puisse être dirigée vers ces enfants. Et le dernier critère, c'était aussi l'évaluation, à savoir si ces programmes de prévention, ces projets, ces boîtes étaient évalués ou non. En sachant quand même qu'il y avait très très peu d'évaluation, alors principalement en France. Donc moi c'était cette idée encore que j'avais, cette représentation, mais en regardant un peu plus intensément aussi au Canada, en Belgique ou en Suisse, c'est pareil, très peu de programmes au final étaient vraiment évalués, si ce n'est qu'il y avait beaucoup d'indicateurs de satisfaction et très peu au final d'indicateurs de résultats ou d'efficacité. C'est-à-dire que la satisfaction, souvent ces évaluations ont demandé aux enfants, aux adolescents, s'ils sont satisfaits, s'ils en ont compris, s'ils ont trouvé un intérêt à ces fiches activités, par exemple, qu'ils faisaient avec les animateurs. Oui, non, pourquoi, etc. Mais pas des indicateurs de résultats et d'efficacité, à savoir si vraiment les violences sexuelles, par exemple, ou si les violences étaient diminuées grâce à nos programmes.
Donc ça, en effet, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéressait, qui était important aussi pour nous. Donc, j'ai regroupé un peu sous une forme de tableau. Donc, j'ai mis en rouge un petit peu ce qui était significatif, en sachant quand même que la France compte le plus grand nombre d'habitants et l'un des plus petits quand même nombre de programmes aussi de prévention. En sachant que la première parution des plus grands nombres de prévention, hein, des programmes de prévention, elle date quand même à partir de 2010. C'est-à-dire que dans d'autres pays où on peut percevoir au niveau du Canada et de la Suisse, hein, vous voyez, 20%, puisque j'ai mis tout en pourcentage, 20% dans les années 90, donc après quand même les grands drames médiatiques, qui ont fait en tout cas écho aussi, mais en France de toute façon. Mais chez nous, les programmes de prévention ont surtout été développés après 2010. Donc, ce qui fait quand même une vingtaine d'années de différence. Donc, ce n'était pas inintéressant aussi d'aller voir un petit peu ça. Au niveau de la population cible, ce qu'on peut repérer, c'est que principalement en France, la population cible de ces programmes de prévention, elle s'adresse surtout aux professionnels, c'est-à-dire en leur donnant de l'information, principalement beaucoup d'informations. C'est comment faire un signalement, qu'est-ce que les violences sexuelles, et très peu, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là, qu'est-ce qu'on fait de cette théorie-là, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir au final. Alors que dans d'autres pays, ce qu'on peut remarquer, c'est assez homogène, mais on retrouve toujours quand même une prédisposition des programmes de prévention aux préadolescents, voire aux adolescents. Très peu au final à la petite enfance, voire à l'enfance. C'est-à-dire qu'en dessous de 11 ans, on a très peu de programmes de prévention et au-dessus de 15 ans, on en a aussi très peu. À nouveau, très peu de programmes de prévention, vous voyez, dans les autres pays, à part le Canada, qui s'adresse aussi aux parents, en sachant que les parents, c'est quand même un acteur de prévention extrêmement efficace et important si on veut insister, si on veut en tout cas poursuivre la prévention à la maison aussi. J'ai ensuite regardé les programmes spécifiques aux violences sexuelles. Donc, il y avait un nom, en tout cas, qui était vraiment spécifique aux violences sexuelles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas ciblées ou elles n'étaient pas très peu transversales. Dans d'autres sous-thématiques, comme je vous ai dit, par rapport, par exemple, aux compétences psychosociales, aux responsabilités de ces actes, aux valeurs, aux différences, etc. Donc, il y en avait très peu. Donc, c'est assez homogène au Canada où vous avez des programmes qui sont très, très spécifiques aux violences sexuelles, donc qui ne s'intéressent qu'aux symptômes au final, et des programmes multifactoriels, donc qui sont plutôt globaux. Donc, c'est aussi homogène en France, hein, puisque 15% et 17%, mais au final, ça reste vraiment très, très peu. Les types de ressources, donc en ce qui concerne les guides pédagogiques plus des fiches activités, donc là encore, la France arrive derrière, hein, on est vraiment, nous, dans une sorte de méthodologie, en tout cas, de théorisation des violences sexuelles et très peu, au final, dans les activités auprès des enfants. Les fiches activités, il y en a énormément aussi au Canada, donc associées à la théorie, associées aussi donc aux professionnels et associées aux parents. Des évaluations, donc principalement ce que je vous ai dit, hein, de satisfaction, donc 20% au Canada, 21,5% en Belgique et 30% d'évaluation de satisfaction en Suisse. Au niveau des évaluations de résultats, même si le Canada reste en tête, hein, avec 11% d'évaluation de résultats ou d'efficacité des programmes sanitaires, judiciaires. On se rencontrait à peu près une fois toutes les 6 semaines, donc depuis 2012. Donc, c'est s'est poursuivi jusqu'à à peu près l'année dernière, l'année d'avant. Donc, il continue, mais à titre un petit peu plus éloigné. On a travaillé autour des définitions, des thématiques choisies, des choix des activités qui ont été présélectionnées d'abord par nous et ensuite sélectionnées par Socrop. Et ensuite, on a créé au fur et à mesure des fiches activités s'il y avait besoin.
L'idée, ce n'était pas de recréer à nouveau un nouveau programme, c'était plutôt de travailler, de prendre, de s'appuyer sur des choses qui étaient déjà faites et qui étaient plutôt très bien faites, en effet, dans d'autres programmes, mais de pouvoir les compléter parce qu'il nous semblait qu'il y avait des choses, en tout cas, qui manquaient. Donc, on a expérimenté, évalué notre boîte à outils donc auprès de publics, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, on a au départ travaillé avec des publics auxquels on était les plus concernés, on était les plus proches. Donc, les ITEP, les IME, la PJJ, les classes relais à Montpellier, les CLIS. Et ensuite, on a voulu évaluer aussi notre programme, expérimenter en tout cas nos fiches activités auprès d'un public général, donc dans les écoles maternelles et primaires par exemple, hein, et dans les collèges et lycées privés pour la plupart. Ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des fiches qu'on a retravaillées, qu'on a réécrites suite en tout cas à cette expérimentation. L'évaluation, on a travaillé donc avec le PRC, le pôle régional de compétences en EPS, en Occitanie, dans une étude observationnelle, qualitative, quantitative des effets de la botte, en particulier donc sexuelle. On a travaillé aussi avec donc l'UMR, Éducation, Formation, Travail, Savoir de l'Université Toulouse 2, Jean Jaurès, qu'on a appelé le projet Parvis. L'objectif de la recherche, c'était plutôt sur le plan qualitatif, de mettre en évidence les gestes des professionnels, donc plutôt au niveau de la pédagogie, la conceptualisation de leurs actions des intervenants et les usages développés de l'instrument, donc contribuer au développement des pratiques professionnelles, identifier aussi les apprentissages donc développés. Sur le plan qualitatif, on a mesuré la différence des scores obtenus aux évaluations avant et après l'intervention, avec des échelles donc, qui étaient validées, adaptées auprès de la dimension donc, qui nous concernait et auquel on voulait voir s'il y avait un impact. On a principalement travaillé auprès des thématiques comme l'agressivité, l'hostilité, l'estime de soi, l'affirmation de soi et l'empathie. Donc, on a pu se rendre compte, en tout cas, qu'il y avait une amélioration de ces thématiques, de ces problématiques après l'intervention. Évidemment, qui n'était certainement pas dû qu'à la boîte à outils, mais en tout cas, il y avait cette évolution, cette amélioration. Pour valider l'ensemble des outils, l'INPES donc, a fait un outil très intéressant qui évalue le projet dans sa globalité. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu effectuer aussi auprès d'une population de professionnels diversifiés qui n'avaient pas travaillé évidemment sur la boîte à outils, donc d'autres professionnels qui ont évalué notre boîte à outils dans sa description, dans ses critères de qualité, dans sa qualité du support, dans sa qualité de la conception, dans l'appréciation d'ensemble et qu'il a coté donc, les conditions d'utilisation et l'optimal de l'outil. Donc, voir un petit peu en effet cette évaluation globale donc, qui était plutôt aussi positive. Une évaluation donc, d'une fiche activité qu'on a pu aussi traiter auprès donc, des professionnels qui mettaient en œuvre les fiches activités, voir un petit peu comment eux, justement, se sentaient par rapport à la fiche qu'on avait pu éditer, qu'on avait pu créer. La 6e étape, on arrive dans les dernières, c'est la conceptualisation de la boîte à outils avec le service communication du CHU auprès d'un illustrateur qui a illustré ces tranches d'âge, comme vous pouvez le voir, vous l'avez sous les yeux, et qui a validé donc, ce projet avec les tranches d'âge donc, des 5-7, des 8-10, des 11-13 et des 14-18, donc avec un design un peu différent pour chaque tranche d'âge. Donc, 134 fiches activités, un glossaire, un guide animateur, un plateau de jeu pour se repérer au niveau des fiches activités, au niveau des numéros, au niveau des thématiques, des sous-thématiques, des tranches d'âge, et avec vraiment ce design adapté à chaque tranche d'âge.
Donc, on va d'ailleurs rajouter, puisque comme vous le voyez, ça manque là aussi, par rapport, je vous disais tout à l'heure que l'un des acteurs principaux était aussi les parents, ces étapes. Donc, c'était cette dernière étape. Donc, excusez-moi, je repars. Non, je ne peux pas repartir en arrière. Non, comment je fais pour repartir en arrière? Oui, ça marche pas. L'idée, donc, c'était aussi de former ces professionnels à la boîte à outils afin de la diffuser au mieux. Donc, depuis septembre 2016, on s'y attelle. Donc, il y a plus de 500 personnes, donc, à l'heure actuelle, professionnelles, qui ont été formées à la boîte à outils, donc, dans diverses villes, comme vous le voyez, donc nationales et internationales, de différentes institutions et des professionnels aussi de différents domaines. Donc, on a beaucoup en effet d'infirmières, mais beaucoup d'éducateurs, d'enseignants, de CPE, de psychologues, de psychiatres, d'assistantes sociales, hein, donc énormément, de chargés de projet, etc., etc. Donc, en effet, ça a évolué encore. J'ai marqué environ 400 bots ont été distribués et plus de 300 personnes formées. Donc, à l'heure actuelle, ça a à nouveau augmenté. Donc, depuis 2020, là, 2019-2020, ça a pu avancer aussi. Voilà ce qui me concerne. Donc, en effet, cette boîte à outils, elle est amenée réellement donc, à évoluer et on espère en tout cas évoluer aussi avec vous. Merci en tout cas pour votre attention. Je repasse la parole donc au docteur Lacombe. Je vais évoquer à la place de Morgane Piazza, qui est psychologue aussi autour du e-learning et des développements numériques de la boîte à outils. Vous avez compris qu'au sein du CRIAV, du centre ressources, il y a une petite équipe constituée de 4 personnes. Clotilde Charrère, qui est la référente pour le numérique, les développements de la boîte à outils. Vous la verrez tout à l'heure. Donc, de chargé de mission ou chef de projet sur le numérique de la boîte. Cindy Prudhomme, que vous venez d'entendre, qui est notre psychologue référente historique et qui a porté la naissance et l'accouchement de ces 3,9 kg de boîtes à outils, de 134 fiches, et on vous proposera et on vous présentera l'ensemble du contenu. Moi, qui suis donc le référent dans la construction à la fois de l'équipe du CRIAV, mais aussi de ce projet de prévention. Et donc, ces 4 professionnels, nous travaillons ensemble. Et Morgane Piazza, malheureusement, est occupée ce matin. Et donc, je vais vous présenter ces quelques diapos qui viennent élargir un petit peu le champ autour de l'utilisation et des conditions d'utilisation de la boîte à outils. D'abord concernant la population cible, ensuite les ajustements concernant les lieux d'intervention, et puis ensuite quelques ajustements concernant les intervenants eux-mêmes. Vous l'avez compris, notre cible directe, c'est les adultes qui vont être formés et outillés pour aller auprès de mineurs. Notre cible définitive, ce sont bien les mineurs à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, il s'agit de pouvoir bien articuler ces différents paramètres autour de la population cible, autour du lieu et du cadre d'intervention pour pouvoir s'assurer à la fois de la cohérence, mais aussi de l'efficacité et de la pertinence de l'intervention de prévention. Concernant les populations cibles, il s'agit, vous l'avez entendu, nous nous répétons, d'enfants et d'adolescents entre 5 et 18 ans. Là, il s'agit de l'âge réel, biologique. Tous ces mineurs sont susceptibles de devenir, et c'est l'objet de l'intervention, c'est d'éviter qu'ils ne deviennent ou victimes ou auteurs de violences à caractère sexuel et sexiste. Je vous le répète, mais 40% des auteurs de violences sexuelles sur mineurs sont eux-mêmes des mineurs. Et lorsqu'un enfant a été exposé de manière inadaptée ou précoce à du sexe ou de la sexualité simplement en tant que spectateur, il va reproduire des comportements problématiques, éventuellement exercer des violences. Donc l'idée simple, c'est d'avoir un impact le plus tôt possible pour prévenir une exposition trop précoce, inadaptée à quelque chose de l'ordre du sexe et de la sexualité. La première condition, c'est donc de cerner sa population d'intervention. On utilise le français, mais alors là aussi, pas seulement la langue, la culture. Donc il s'agit de pouvoir adapter et s'assurer effectivement que l'enfant va pouvoir recevoir le référentiel, j'allais dire, culturel autour des questions d'estime de soi, d'interaction, de respect, de la loi, etc. Alors ça, c'est la langue avec la culture et peut-être des déclinaisons en belge, en suisse ou au Canada pour pouvoir utiliser la boîte à outils.
La population doit être, encore une fois, clairement identifiée pour vérifier la faisabilité sur le plan logistique, concret et pratique, pour avoir un espace sécurisé, en sachant que vous aurez besoin de temps, de peu de matériel, on va en reparler, pour pouvoir intervenir, et d'un cadre préétabli, sécurisé, pour pouvoir envisager des interventions de prévention. On ne peut pas faire de la prévention sur un coin de table de manière structurée, et donc ça nécessite un cadre spécifique. Concernant les âges des mineurs, je vous le disais, entre 5 et 18 ans, c'est l'âge réel, biologique, mais nous savons que le développement de l'enfant n'est pas toujours uniforme. Certaines dimensions peuvent aller vite et fort sur le plan cognitif et intellectuel, alors que d'autres dimensions sur le plan affectif et émotionnel peuvent être un tout petit peu décalées. Donc, il s'agit d'ajuster. C'est l'intervenant qui doit ajuster, soit sur l'ensemble du groupe, soit de manière individuelle, au stade de développement réel sur le plan intellectuel, cognitif, émotionnel et affectif. Le minimum, c'est 5 ans. Alors là aussi, ce n'est pas au hasard. L'âge de 5 ans, c'est le moment où l'enfant commence à interagir et explorer le monde à travers un tiers, qui ne soit pas seulement sa mère, son père, son frère ou sa sœur. Il va commencer à accéder à travers le langage et l'accès à la conversation, le dialogue, mais aussi à son champ lexical, sémantique, à des interactions de plus en plus complexes. L'enfant de 5 ans va pouvoir abandonner ou sortir un petit peu de son fonctionnement très auto-centré et égocentré, utiliser le je, le tu, le il, se structurer dans le temps et dans l'espace. Et sur sa curiosité, nous allons pouvoir l'accompagner vers l'exploration de dimensions qui ne viennent pas directement parler de sexe. On peut faire de la prévention efficace des violences à caractère sexuel et sexiste sans jamais parler de sexe et de sexualité. Donc, c'est différentes dimensions qui vont s'agréger entre elles. On a parlé des compétences psychosociales, par exemple, gestion, régulation des émotions, des interactions qui vont participer de manière efficace à cette prévention. L'idée, c'est que plus on est précoce, plus on intervient tôt, plus on aura un effet à la fois de prévention efficace primaire, mais aussi dans le temps et la durée. Le lien avec les parents, c'est un lien nécessaire. Les parents sont des co-acteurs de prévention, donc il s'agit de les intégrer dans le dispositif, d'abord en les informant. Et dans tous nos modules d'intervention, il y a un temps nécessaire auprès des adultes professionnels qui vont intervenir auprès des mineurs, mais aussi d'information auprès des parents. Les parents vont être des relais de prévention. Donc, il s'agit toujours de les associer en les informant au projet et éventuellement en leur donnant quelques outils. Il y a un petit formulaire d'information dans la boîte à outils et on propose aussi quelques outils aux parents. Ensuite, deuxième niveau, sur les lieux, les conditions d'intervention. L'idée, c'est d'intervenir le plus simplement là où se trouvent les mineurs. Donc, la boîte à outils, elle ne nécessite pas beaucoup de matériel. Le plus souvent, c'est papier-crayon. Et on peut intervenir n'importe où. Il n'y a pas besoin de la 5G, il n'y a pas besoin d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur, de vidéo. Mais si vous avez l'ensemble de ce support technique, vous pourrez toujours enrichir vos actions d'intervention de prévention. Et donc, du coup, la boîte à outils, c'est un socle et une base sur lequel vous allez pouvoir à la fois construire, mais aussi développer et enrichir des interventions ciblées de prévention. Tous les milieux sont ciblés à chaque fois qu'il y a des mineurs, donc à l'école, en foyer, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a des mineurs, il y a une possibilité d'intervention. Ça ne coûte pas cher puisqu'on utilise les ressources locales. Si vous avez du papier, des crayons, si vous avez un groupe de mineurs, vous pourrez faire de la prévention efficace avec la boîte à outils de prévention. Ça nécessite donc un espace sécurisé, du temps, structuré, identifié, avec l'ensemble des professionnels, mais aussi avec les parents et les mineurs pour pouvoir interagir dans ces interventions de prévention. Ensuite, concernant toujours le cadre, il s'agit de faire les choses en lien et en articulation avec ses partenaires, ses collaborateurs, ses collègues et la hiérarchie, en intégrant ces interventions de prévention dans votre schéma et dans votre projet institutionnel pour pouvoir le porter à moyen et long terme, et ça s'inscrit encore une fois dans la durée. On peut faire du one-shot avec les interventions de prévention, mais c'est beaucoup plus rentable puisqu'on a un modèle, nous, qui s'adapte sur le plan écologique au niveau et au dispositif d'intervention. Mais vous pouvez le répéter, c'est gradué, c'est enrichi, c'est séquencé et ça permet de renforcer toutes les interventions en fonction du développement de l'enfant et de son âge sur le plan cognitif, mais aussi émotionnel et affectif. Coordination de l'ensemble des acteurs, c'est l'intérêt aussi de préparer les interventions de prévention avec une préconisation de notre part de toujours porter à deux, en binôme, le projet et l'intervention pour pouvoir proposer un petit débriefing et interagir et se réajuster
au cours de l'intervention de prévention. Sur les professionnels et les conditions d'utilisation, tous les professionnels qui travaillent auprès de mineurs et qui désirent s'impliquer dans la prévention sont notre cible pour la formation et la transmission du savoir et du savoir-faire concernant la boîte à outils de prévention. Ça nécessite donc une formation. La boîte à outils sèche comme ça, c'est pour nous contre-productif avec des risques de mésusage, c'est-à-dire une intervention qui va favoriser une révélation de faits de violence déjà subis et un intervenant qui ne sait pas gérer, avec un écho du coup traumatique dans le groupe d'enfants et avec ensuite des interventions qui sont inappropriées, inadaptées. Donc, se former à l'utilisation de la boîte à outils, c'est savoir penser, structurer les interventions de prévention, mais aussi réagir en cas de révélation, interagir de manière adaptée avec les enfants, le groupe, les autres professionnels, les parents et son autorité. Ils font donc une formation, soit de 3 jours en présentiel, soit sur le e-learning, avec la validation de 7 modules, puis la participation à une journée en présentiel afin de mettre en œuvre les interventions de prévention autour de jeux de rôle, de pouvoir éprouver un tout petit peu à la fois en tant qu'acteur, mais aussi un petit peu en tant qu'usager, c'est-à-dire se mettre à la place des mineurs pour pouvoir percevoir les intérêts, les limites de chaque intervention de prévention, avec une formation qui va apporter un savoir théorique sur l'utilisation de la boîte à outils, un savoir-être autour de compétences spécifiques en tant qu'adultes professionnels qui interviennent auprès des mineurs sur cette question sensible des violences à caractère sexuel et sexiste, et puis bien sûr un savoir-faire autour de l'utilisation de la boîte à outils. Un seul prérequis, la compétence et la capacité, y compris le savoir-être, autour de la gestion, l'animation et l'intervention auprès de mineurs. La formation à la boîte à outils de prévention ne forme pas à la gestion, l'animation de groupe. Donc, le prérequis, c'est d'être déjà en capacité et en compétence de gérer des groupes de mineurs. Merci beaucoup pour votre attention. Vous dire encore que les formations vont être mises à jour et l'offre de formation va être mise à jour pour l'année 2021 avec un coût de 800 €, que ce soit une formation en présentiel ou une formation en e-learning, ça sera exactement le même coût. La formation en e-learning, on peut s'inscrire tout au long de l'année. Vous aurez 3 mois pour valider l'ensemble des 7 modules et des propositions de formation en présentiel tous les trimestres. Donc, autour de fin mars, début avril, autour de fin juin, début juillet, et puis ensuite autour de fin novembre, début décembre. Et donc, tout au long de l'année, on lancera des promotions ou des séquences de formation en e-learning avec des propositions, une fois qu'on a validé les 7 modules de e-learning, de formation en présentiel. En parallèle, nous allons continuer de proposer une offre présentielle, 2 jours et demi, 3 jours, qui permet aussi de valider l'ensemble du processus et de repartir avec la boîte à outils papier, donc les 3,9 kg. Ou sinon, vous pourrez aussi accéder à l'ensemble des supports numériques sur la forme de cloud. Ça, c'est pour l'accès à la ressource Boat. En parallèle, nous proposons aussi de contribuer de manière collaborative aux évolutions de cette boîte à outils. Alors, il y a un comité scientifique de suivi, le comité de suivi outils de prévention, qui est un CSOP, qui s'est constitué après le CROP, qui était le comité de réflexion outils de prévention, qui a fabriqué, qui a créé réellement et validé les différents outils. Nous continuons d'assurer les évolutions sur le plan de garantir à la fois les mises à jour, mais aussi nos objectifs qu'on se propose autour d'une prévention efficace. Donc, ce CSOP se réunit 2 fois par an avec des professionnels sur les aspects pédagogiques, didactiques, mais aussi de la prévention. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire remonter éventuellement vos desiderata en termes d'évolution, certaines limites, certains écueils, et aussi participer à une recherche qualitative autour des interventions de prévention. On met tout ça en place en collaboration avec l'Université de Toulouse sur les modalités à la fois pédagogiques de transmission, mais aussi l'efficacité de l'utilisation de ces process pédagogiques de transmission, de ces capacités de compétences d'intervention en prévention. Donc, différents projets autour de cette boîte à outils de prévention, à la fois effectivement la prévention primaire, secondaire et tertiaire des violences sexuelles, mais aussi un projet d'évolution de cette boîte à outils, si vous souhaitez contribuer, ou sinon la participation à une recherche qualitative pour créer une communauté d'acteurs de prévention efficace autour des violences à caractère sexuel et sexiste. Vous avez ici nos coordonnées. Clotilde Charrère sera la personne qui va coordonner donc l'ensemble des contacts.
Elle est ici, elle existe. Regardez, elle est réelle, mais toute la version numérique. Donc, c'est elle qui va participer à ce développement. Et on a une boîte à lettres email fonctionnelle. On a aussi un site internet qui est en train d'être rénové. Et à partir du début d'année prochaine, une mise à jour de l'ensemble de nos ressources. Nous allons maintenant tenter de répondre à vos questions. Et encore une fois, merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup à l'équipe du CRIAVS pour cette présentation très complète et très détaillée à la fois de la démarche et de l'outil. Donc, je vous propose qu'on ouvre maintenant une séquence d'une demi-heure autour de la réponse aux questions. Donc, on a une première question autour de la formation. Vous avez précisé le type de professionnel qui pouvait être formé et participer à ces sessions. On nous demande si la formation BOAT peut être destinée à la formation initiale des infirmiers. Est-ce que c'est un axe que vous avez développé ou est-ce que vous êtes aussi intervenu sur la formation initiale des futurs professionnels de santé? Alors, l'initiation et l'information autour de la thématique, oui. Mais la formation spécifique à la boîte à outils de prévention, on a pu le proposer à des infirmières en milieu scolaire. Et par exemple, l'ARS de l'île de la Réunion a demandé à toutes ces infirmières en milieu scolaire de se former. Mais elles ont déjà une compétence pour pouvoir intervenir en milieu scolaire. Donc, en formation initiale, on intervient plutôt en termes de sensibilisation, d'information, pour que les personnes puissent acquérir les compétences pour intervenir, par exemple, en milieu scolaire, qui est un milieu spécifique. Vous voyez ? Et c'est des profils de métiers particuliers. Il s'agit déjà d'avoir le corpus avec un socle commun, d'avoir une sensibilisation et une information. Et c'est vrai en formation initiale des médecins. Il n'y a rien du tout. C'est vrai en formation initiale des encadrants sportifs, des éducateurs, des enseignants. Donc, en formation initiale de tous ces corps de métier qui interviennent auprès des mineurs, il s'agirait de les sensibiliser, de les informer à la problématique et ensuite, une fois qu'ils ont terminé leur processus de formation initiale, de pouvoir leur proposer effectivement des formations à la boîte à outils de prévention. D'accord. Très bien, merci. Alors, une deuxième question posée par Madame Albazou de la plateforme Santé Précarité. Elle nous demande, vous avez bien détaillé le fait que les activités devaient être adaptées au niveau psycho-cognitif, émotionnel et affectif du jeune, mais on nous demande comment est-ce qu'on fait ce travail d'évaluation parce qu'il faut quand même avoir des compétences spécifiques pour le faire. Alors, justement, c'est en ça que la boîte à outils, c'est ce que je vous disais, elle a déjà été évaluée. Nos outils, les fiches activités ont déjà été évaluées. Elles ont été faites par des professionnels de la petite enfance, donc qui ont déjà pris tout ça en compte, en fait. Et c'est quand vous allez choisir justement vos fiches thématiques par tranche d'âge. Donc, vous n'avez pas besoin de réévaluer, en effet, le travail qui a déjà été fait au préalable. Donc après, vous avez une fiche en effet de satisfaction, voir un peu si ça a convenu aux enfants ou pas, voir aux professionnels, mais vous n'avez pas besoin de réévaluer en supplément. Pour compléter, les groupes sont déjà constitués lorsqu'on intervient dans des institutions. Et ils sont constitués parce qu'ils sont homogènes au moins sur certaines dimensions cognitives, émotionnelles ou affectives des enfants. Donc, par exemple, pour un groupe d'enfants âgés sur le plan biologique de 11-13 ans, mais qui ont un développement psycho-affectif de 5-6 ans, on va prendre des fiches 5-6 ans. Et si on ne veut pas prendre des risques, on peut toujours commencer par des fiches de tranche d'âge inférieure pour pouvoir voir comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc, j'espère que vous avez quand même notion des capacités cognitives et émotionnelles des enfants que vous prenez en charge. Donc, il ne s'agit pas d'être précis au millimètre. Il s'agit de s'assurer que les enfants sont en capacité de recevoir finalement le message de prévention. Très bien. Merci. Une troisième question posée par Madame Charlet, qui est psychologue en CMP enfants-adolescents. Elle nous demande, est-ce que dans le sens de la prévention, est-ce qu'on peut utiliser l'outil comme dans l'espace de soins, comme un outil de médiation, de verbalisation? Est-ce que ça a été essayé? Est-ce que ça pourrait être envisagé? Exactement, c'est déjà ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, on l'a d'abord testé, enfin évalué, en tout cas pris avec, dans notre groupe de parole auprès
des auteurs de violences sexuelles, donc adultes. Donc, on a pu utiliser aussi des fiches avec eux. Et ensuite, on l'utilise aussi en psychoéducation. Moi, je l'utilise en psychoéducation avec les ados que nous recevons de façon régulière. Alors, toutes les fiches ne s'adaptent pas à la dimension duel du thérapeute avec son patient. En général, elle fait quand même appel au groupe et on s'appuie sur le groupe justement pour intervenir et pour réagir sur la remédiation cognitive principalement. Mais il y a quand même certaines fiches qui sont très très précieuses aussi, en effet, en termes d'outils de médiation entre le thérapeute et son patient. Donc tout à fait, tout à fait. Très bien, merci. Donc, j'invite tous les participants à poser leurs questions. N'hésitez pas. Je vais peut-être demander à l'équipe du CRIAF si vous pourriez nous détailler un peu le contenu de la boîte, nous donner quelques exemples de fiches d'activité sur différents thèmes ou différents publics pour qu'on se rende un peu mieux compte du contenu. Si vous m'entendez. Oui. Alors, juste, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez donc les fiches, quelques fiches activités, c'est des exemples, je vais vous montrer. Elles sont toutes faites sur le même gabarit. C'est-à-dire que vous avez 5 couleurs de fiches, donc pour 5 thématiques différentes. Par exemple, vous avez les compétences psychosociales qui apparaissent en verte. Donc, ce sont des fiches vertes. Donc, pour les 5-7, les 8-10, les 11-13 et les 14-18, toujours, vous avez par exemple une fiche sur la connaissance de soi. Pour les petits, vous allez travailler sur. Vous avez donc, je reprends, excusez-moi. Donc, vous avez la fiche verte. Vous avez tout ce qui est fiche orange, donc qui représente la thématique respect et différence. Donc, avec à l'intérieur les valeurs, le respect, le sexisme, l'atteinte à la réputation et le phénomène de groupe. Vous avez ensuite des fiches jaunes, donc sur respect et différence, des fiches grises du virtuel au réel et des fiches bleues, compréhension et respect de la loi. Toutes ces fiches, elles sont faites de la même façon, c'est-à-dire que vous avez le titre, vous avez le numéro de la fiche, vous avez l'âge des enfants, et ensuite, vous avez 2 à 3 objectifs maximum. Vous avez le déroulement, donc on vous le fait, on vous a, et qui se fait sur une seule fiche en général. On ne veut pas que ce soit trop long, on ne voulait pas que ce soit trop compliqué à mettre en place. Donc, on a fait ça de façon assez succincte et on propose aussi une conclusion. Vous avez à côté le temps que ça peut prendre à peu près, donc en version courte, moyenne ou longue, parce que c'est très compliqué d'évaluer un temps de mise en place des fiches. Vous avez aussi le matériel et quelques remarques auxquelles il faut faire attention et le matériel qu'il faudrait prendre en considération. En général, et vous avez adossé à cette feuille, ce qu'on appelle cette fiche activité, vous avez des feuilles de route. Et parfois, ces feuilles de route, c'est ce que vous allez pouvoir imprimer et donner aux enfants. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un petit exemple tout simple pour les 5-7, au niveau de la thématique respect et différence, au niveau de la sous-thématique sexisme, vous avez 2 ours, par exemple, 2 ours qui se ressemblent, trait pour trait, ce sont les mêmes. Mais dans les mains, certains des ours vont avoir un bébé à qui on donne le biberon. Certains vont avoir un livre, d'autres vont avoir un seau et un pinceau. D'autres vont avoir un vélo ou devant un ordinateur. Et on va leur demander à ces enfants s'ils pensent que c'est Madame Ours, Monsieur Ours ou les 2, par exemple, qui est représenté. Donc, par exemple, avec le bébé et le biberon, la plupart, alors quasiment, je dis 98-99% des enfants disaient que c'était Madame Ours qui donnait le biberon au bébé. Alors que ces ours se ressemblent complètement. Voilà, c'est par exemple une des thématiques sur lesquelles on travaille avec les enfants. Ensuite, avec les plus grands, vous allez pouvoir avoir, par exemple, l'idée, si on travaille sur l'empathie,
on a des témoignages, par exemple, de victimes sur lesquels on va interagir, on va retrouver. On a aussi une autre fiche qui travaille sur le sexting. Hein. Le sexting, c'est cette façon de se mettre en avant, donc des vidéos de soi, donc nu, hein, ou en moitié déshabillé, ou érotique un peu, et qu'on va transmettre normalement à une personne de confiance, donc à son petit ami, qui lui, par revenge porn, va l'envoyer à ses copains ou voire à tout le collège ou tout le lycée, et qui va créer donc du cyberharcèlement. On va interagir par exemple sur cette question de qui est la victime, qui est l'auteur, qui sont les témoins, puisque c'est important aussi d'avoir un petit peu cet ensemble. Donc on va travailler un peu là-dessus, sur justement qui blâme-t-on. Et souvent, on va voir que chez les adolescents, ils blâment la victime, qui pourtant dans notre histoire là, de sexting, hein, elle a fini par se suicider. Et bien la responsable du sexting, au final, apparaît souvent être la victime pour les adolescents. Donc, il y a vraiment une remédiation, il y a vraiment un travail, en tout cas, de tiers et de discussion à retravailler, à revoir avec eux. Voilà, je vous donne 2 à 3 exemples comme ça, hein, mais je pourrais vous donner les 134, mais c'est très long et ça prend du temps. Mais n'hésitez pas à nous consulter, à revenir vers nous par mail après, en tout cas, hein, pour avoir plus d'informations sur nos fiches. Très bien. Si vous voulez, je vais essayer de vous en mettre une en fond d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser un petit peu mieux. Ah, vous avez mis des ressources bibliographiques aussi. Vous les aurez, si vous le souhaitez, avec le support. Donc, l'idée, c'était d'avoir une structuration sur l'ensemble du projet et sur l'intervention. Donc, hop. On peut prendre une question si vous voulez. Oui, on a une question d'une personne qui est thérapeute familiale systémique et qui nous demande si la boîte à outils peut aussi, qu'est-ce qu'elle peut apporter en matière de thérapie familiale en cas de violence sexuelle, voire violence sexuelle intrafamiliale. Pour ma part, moi en tout cas, si je choisis cet outil pour travailler en effet en thérapie systémique et familiale, ce serait vraiment comme médiateur, comme dans la relation duel avec le thérapeute. C'est vraiment le médiateur pour faire parler. C'est très compliqué au final de travailler par exemple sur l'emprise. Comment on travaille sur l'emprise? Quelles sont les questions qu'on va poser sur l'emprise? Eh bien, par exemple, pour faire réfléchir sur l'emprise, vous avez des fiches à l'intérieur de la boîte à outils sur lesquelles vous pouvez travailler sur l'emprise. Donc, ça décentre un tout petit peu de la problématique principale. Donc, on n'y va pas en direct, ce que nous, on appelle aussi en frontal. On se décentre un petit peu et on interroge la problématique de l'emprise un petit peu différemment et sous forme de jeu, sous forme ludique. Donc avec les enfants, les adolescents, ça passe très bien parce que c'est difficile d'avoir des questions, en tout cas de pouvoir y travailler de façon directe. Donc l'idée, c'est vraiment de s'en servir en tant que médiateur, si vous deviez vous en servir à cette fin-là, pour ma part. Très bien, merci. La boîte à outils propose en fait des prétextes sur des petites situations, sur des choses, mais en soins, là aussi, il ne faut pas se tromper de sujet et d'objet. Ça peut être un prétexte pour pouvoir déployer ensuite une technique ou un soin, mais ce n'est pas destiné à être un outil exclusif de soins. On s'en sert pas mal sur les groupes de parole. Vous savez, surtout chez les adolescents, il y a beaucoup de prétextes. Et la boîte à outils propose à chaque fois un prétexte ciblé pour une intervention spécifique. Donc, du coup, ça peut être effectivement un tout petit peu détourné dans le soin, dans une rencontre, dans un groupe de parole. Mais sinon, moi, je le déconseille d'envisager que en soi et pour soi, la fiche représente un soin. C'est pas vrai. C'est un prétexte. Et donc, ça peut être un support ou un outil de médiation. Bien, merci. Vous voulez qu'on essaye de partager une fiche activité ou...
On est On dessus. essaye, on la cherche. D'accord, ok. Alors, peut-être en attendant, on n'avait pas une question, mais on avait une remarque par rapport aux besoins des professionnels de Madame Mérindol qui nous disait que par rapport au contexte sur cette année 2020 si particulière avec le confinement, le déconfinement, etc., est-ce que vous constatez que les professionnels sont encore plus demandeurs d'outils pour parler violence et violence intrafamiliale, voire violence conjugale? On déborde un peu du cadre de la botte, mais en tout cas, est-ce que vous faites un lien entre cette année 2020 et des besoins accrus en matière de prévention des violences? Alors, il peut y avoir un lien, il y a un lien, hein, il y a un lien, alors pas forcément avec la demande des professionnels, par contre avec les besoins des enfants d'être protégés. Donc en protection de l'enfance, on sait en tout cas qu'il y a eu une augmentation pendant le confinement des violences et particulièrement aussi des violences sexuelles. Alors, à quel point, on ne sait pas, puisque c'est très compliqué d'avoir des statistiques là-dessus. Par contre, voilà, on sait qu'il y a un besoin, en effet, à ce niveau-là. Maintenant qu'il y ait une recrudescence des demandes des professionnels, non, pas spécialement. Si ce n'est une demande de plus en plus importante dans les écoles, alors surtout les écoles maternelles et primaires, autour des comportements sexuels problématiques des enfants. Donc ça, oui, en tout cas, il y a une demande de plus en plus importante, mais ça, c'est pas dû au confinement. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Alors, ça, c'est vrai sur l'incidence et la prévalence des violences, donc c'est notre outil de travail. Après, il y a probablement une évolution de nos outils de travail avec le télétravail, avec ces Zooms. Et la preuve aujourd'hui, hein, c'est qu'on est en train de communiquer via Internet. Donc, oui, le constat, c'est qu'on va vers une modification dans nos interactions. C'est la raison pour laquelle aussi on a ce e-learning qui se met en place à partir de l'année prochaine. Mais on ajustera et on intégrera toujours du présentiel. On a besoin d'interagir de manière physique pour pouvoir engager ce processus à la fois d'échange, de transmission et d'élaboration conjointe. Donc, le numérique, oui, et on voit au niveau des demandes, et la preuve, encore une fois, aujourd'hui, on est sur des supports numériques, mais l'isolement favorise les violences, et on sait que 8 à 9 fois sur 10, ça se joue à la maison avec un agresseur qui est bien connu de sa victime. Donc, à chaque fois que les gens restent enfermés, on a malheureusement une augmentation de l'incidence des violences. On a vu exploser les appels dans différents services, hotline, téléphoniques, pour l'aide sociale à l'enfance, pour la protection de l'enfance en danger, pour les violences sexuelles. Et donc, du coup, malheureusement, à chaque fois qu'on s'enferme, on augmente les violences. Et c'est une responsabilité supplémentaire pour les professionnels que d'envisager des interventions efficaces et du coup, la boîte à outils. Alors, le numérique, pour l'instant, c'est que pour les professionnels adultes, mais dans les développements futurs et ultérieurs, on avait pensé à des supports directement utilisables par les enfants. Si vous voulez, on va essayer de partager l'écran pour vous présenter une fiche. J'ai demandé à Cindy de la commenter. Est-ce que vous la voyez? Alors, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, elles sont toutes faites sur ce même gabarit. Donc, c'est une fiche qui s'appelle Domino humain et qui s'intéresse aux enfants de 5 à 7 ans. C'est la fiche numéro 1. Donc, c'est vraiment pour apprendre un petit peu à se connaître. Donc, dans l'idée d'apprendre à se connaître les uns les autres, mais dans connaissance de soi, c'est d'ailleurs la sous-thématique, mais aussi dans l'idée que on peut se ressembler tout en étant aussi différent. On est différent, mais on a aussi des points communs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi, de voir un petit peu sous forme de jeu, de façon simple, sans matériel. C'est-à-dire que par exemple, vous allez demander à un enfant de dire dans ma main droite, de ma main droite, moi j'aime le chocolat. Ma main gauche, à ma gauche, j'aime ou j'ai 3 frères, par exemple. Et vous allez demander à un autre enfant de venir se placer soit à la gauche de l'enfant parce que lui aussi a 3 frères, ou à la droite de l'enfant et lui donner la main parce que lui aussi aime le chocolat, par exemple. Et à chaque fois, les uns les autres. L'idée, c'est de ne pas briser la chaîne et justement de voir qu'ensemble, en tout cas, on sait faire au final plein de choses et on a des choses qui se ressemblent et qu'on ne se serait pas, en tout cas, douté, pour lesquelles on ne se serait pas douté. Sur la composition
composition de la fiche, vous voyez, c'est toujours la même structuration. Vous avez les repères avec le numéro de la fiche, le petit icône pour la tranche d'âge, le grand champ d'intervention, compétences psychosociales, et à droite, connaissance de soi pour pouvoir identifier quelle est la cible spécifique dans les compétences psychosociales. À chaque fois, on précise le titre, encore une fois, support scientifique de la création du programme qu'on a pu aménager et duquel est issue l'intervention de l'activité, les objectifs spécifiques, le déroulement de l'activité avec à droite un petit sablier pour vous donner un repère au niveau du temps que ça va prendre. Alors, est-ce que ça va être court, plus ou moins long ou très long? Le matériel nécessaire, quelques remarques pour favoriser le déroulement de l'activité, et puis toujours une petite séquence pour conclure. Donc, toutes les fiches, 34 fiches d'intervention sont structurées de la même manière. Ensuite, sur la composition de la boîte à outils, donc il y a les fiches activités, un plateau de jeu que vous voyez ici, puisqu'initialement, l'idée, c'était de pouvoir travailler de manière progressive depuis la maternelle, la grande section, avec à chaque fois une dimension associée à un univers sur le plan cognitif. Par exemple, chez les petits, relations et sexualité, on le propose en termes de représentation cognitive dans la salle de bain. C'est l'endroit où seront le plus en jeu ces tensions autour de l'intimité, autour éventuellement du corps, son corps, le corps des autres et de la limite. Et vous voyez que pour la tranche d'âge 5-7 ans, c'est à la maison. Pour la tranche d'âge 8-10 ans, c'est au collège. Pour la tranche d'âge 11-13 ans, c'est dans la ville au sein d'une fête foraine. Et pour les plus grands, c'est dans la cité. Donc, dans un environnement plutôt urbain. Donc, on a essayé aussi de créer des univers cognitifs qui facilitent finalement la construction des différentes interventions et de manière agrégée et cohérente. Donc, ça, c'est pour les développements ultérieurs de la boîte à outils. Il y a un petit serious game aussi qui s'est proposé sur le site internet sous la forme d'un jeu de loi qui fait écho à ce plateau de jeu. Donc, on a vraiment structuré l'ensemble du support pour que ça soit simple d'utilisation avec un guide animateur qui vous permettra de vous y référer dans la construction des interventions, une lettre d'information aux parents avec un petit fascicule d'information, un protocole de signalement en cas de révélation d'abus ou de violences sexuelles au cours d'une intervention, une fiche d'évaluation de l'intervention, un glossaire qui évolue. Vous savez que les enfants et les adolescents en particulier ont un champ lexical spécifique autour d'Internet, autour des nouvelles technologies, et un ensemble de ressources bibliographiques qui sont à disposition dans la boîte à outils. Alors justement, à propos des fiches, on nous demande si les fiches sont spécifiques en fonction du profil du jeune, victime, auteur ou pas. Alors, la boîte à outils traite des violences à caractère sexuel et sexiste et s'adresse aux mineurs. Elle ne s'adresse pas de manière spécifique aux auteurs ou aux victimes. Je vous ai dit en introduction que je n'étais pas psychiatre d'auteur de violences sexuelles. On considère les violences sexuelles comme un continuum. Et l'enfant qui a été victime, le plus souvent, va rejouer les violences et devenir auteur et agresseur. Donc, nous considérons la problématique de manière transversale. Et la fiche d'activité s'adresse à une tranche d'âge au regard des capacités et des compétences sur le plan cognitif, émotionnel et affectif de l'enfant. Mais elle ne s'adresse pas de manière spécifique aux auteurs ou aux victimes, puisqu'on fait de la prévention primaire, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des violences. Donc, on s'adresse à tous les enfants, tous les mineurs. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'auteur, c'est vraiment potentiellement, en tout cas, des victimes ou auteurs potentiels. Donc vraiment, on y tient. Et quand on va développer, par exemple, l'esprit critique chez un enfant, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de parler directement de sexe et de sexualité, ni de violence, dans le sens où on va développer leur esprit critique pour qu'ils puissent justement, après, l'appliquer dans des situations réelles qui puissent passer et quelle que soit la situation. Donc, c'est vraiment pas voilà, spécialement dirigé tout le temps en direct face aux violences sexuelles. Puisque l'objectif, c'est que les enfants ne deviennent ni victimes ni auteurs. Donc, si on arrive après, c'est déjà un peu trop tard. Ça, c'est la prévention secondaire, voilà la prévention tertiaire. Mais on a pu aussi repérer que certaines activités favorisaient la révélation d'abus ou de violences subis ou agis. Donc, il faut être en capacité de les recevoir. Mais nous outillons l'ensemble des professionnels pour pouvoir interagir auprès de tous les mineurs pour qu'ils ne deviennent ni victimes ni auteurs.
C'est une boîte à outils qui, au final, est dirigée vers les violences sexuelles et sexistes parce que c'est notre travail, ça a été fait dans ce cadre-là. Mais au final, que ce soit la gestion des émotions, l'estime de soi, l'empathie, la gestion des conflits, la communication, ce qu'on essaye en tout cas de développer des compétences chez les jeunes, chez les enfants, elles pourraient très bien s'appliquer à d'autres formes de prévention. Prévention des addictions, prévention en effet de toutes sortes, prévention des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est quelque chose, ce sont des thématiques, des sous-thématiques qu'on va retrouver au final. C'est vraiment de la psycho-éducation. Hein, voilà. Très bien, merci. Une question supplémentaire, on vous demande, pensez-vous qu'un vrai programme d'éducation à la sexualité peut aider à la prévention? On peut aussi faire le lien sur les impacts des programmes de prévention. À la sexualité. Alors oui, un programme de prévention vis-à-vis de la sexualité donc, peut aider, mais ne sera pas suffisant. Ça ne, si vous voulez, ça ne cible qu'une partie du problème. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour ça que nous, on tenait vraiment à faire ce programme et à aller chercher un petit peu partout ce qui était intéressant, en tout cas d'après nous, hein, et d'après, évidemment, pas nous, mais pas tout seul, hein, on n'était pas tout seul à réfléchir là-dessus, mais vraiment dans une situation globale. C'est pour ça qu'on n'est pas dirigé vers le symptôme en lui-même, mais vraiment dans un ensemble global, de prendre en charge la personne dans sa globalité, dans ce qu'elle est, et dans tous les développements, dans tout ce qui pourrait être intéressant, dans tout ce qui est facteur de risque et facteur de protection, en tout cas qu'on a pu repérer déjà chez des auteurs avérés, hein, ou chez des victimes avérées. Donc, et de pouvoir en tout cas y travailler à améliorer en tout cas ça, ces facteurs. On se répète, mais pour résumer, nous avons travaillé sur les facteurs de risque et de protection. L'objectif, c'est de réduire les facteurs de risque et de renforcer les facteurs de protection. Et un abord, une approche focalisée ou fixée que sur la sexualité ne participe pas de manière efficace à réduire les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, on sait que dans les violences sexuelles, aussi bien les auteurs que les victimes, un des points communs, c'est la dysrégulation émotionnelle. Et le plus souvent avant, pas forcément après. Et donc, du coup, de travailler sur la gestion des émotions, pour nous, c'est une cible importante pour que les enfants ne deviennent ni auteurs ni victimes, mais ça ne suffit pas. On travaille aussi en parallèle sur la connaissance de soi, on travaille aussi en parallèle sur l'estime de soi, on travaille sur le respect et la différence. Et donc, ce sont des dimensions complémentaires qui, en s'agrégeant autour de la gestion des émotions, vont participer de renforcer finalement cette dimension et de protéger l'enfant afin qu'il ne devienne ni victime ni auteur. Pour conclure, excusez-moi, mais je voudrais rajouter, on fait souvent l'amalgame, on se trompe souvent. Les violences sexuelles ne sont pas une forme de sexualité. Donc, ne mettez pas tout le temps les violences sexuelles dans les programmes de prévention à la vie sexuelle et affective. La vie sexuelle et affective, qu'elle reste positive et qu'on garde ce côté positif. Les violences sexuelles, c'est d'abord une violence. Ce n'est pas de la sexualité. Donc, il ne faut pas trop se tromper de cible non plus et mettre cette prévention là où elle ne devrait pas y être au final. Elle ne devrait pas apparaître là-dedans. C'est d'abord une violence qui se sexualise. Parce qu'il y a différents types de violences. Il y a la violence physique, la violence psychologique, etc., la violence financière. Et bien, la violence sexuelle, c'est d'abord une violence. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, on veut en effet mettre ces violences sexuelles dans les programmes de violence, de vie sexuelle et affective. Et ce n'est pas du tout de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Donc, c'est important ça. Très bien. Merci. Une question encore. Quelle formation pour recevoir et orienter les révélations éventuelles? Alors, deux niveaux de réponse. Théoriquement, un adulte qui intervient auprès de mineurs, il a les compétences et les capacités pour pouvoir, dans son champ d'intervention, parce qu'il a été formé, accueillir les choses compliquées. Donc, j'espère que tous les enseignants sont bien formés à cette question. Ensuite, accompagner et recevoir, ça renvoie à une dimension thérapeutique. Et donc, il y a des professionnels pour accompagner, recevoir et éventuellement soigner. Et donc, du coup, on peut orienter vers des unités médico-judiciaires, des services d'urgence, la pédopsychiatrie, etc. Donc,
théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'on a pu s'apercevoir malheureusement que beaucoup de professionnels qui interviennent auprès de mineurs n'ont pas tout à fait les outils justement pour recevoir, accueillir et ensuite éventuellement signaler. Donc, il y a un volet spécifique qu'on a dû consolider dans la formation à la boîte à outils de prévention autour de cette notion. Très bien. Merci. Donc, je vois que le temps passe. On approche de la fin de cette matinale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la BOT, par rapport aux formations, par rapport aux perspectives de développement du projet? Enfin, redire que nous portons une responsabilité en tant qu'adultes pour pouvoir réduire cette incidence et la prévalence des violences sexuelles qui ont un impact majeur sur nos fonctionnements ultérieurs. Et donc, nous avons décidé de proposer encore une fois cette boîte à outils à la fois fonctionnelle, validée, opérationnelle à l'ensemble des acteurs. Donc, nous sommes une force de proposition et l'objectif, c'est que chacun puisse se l'approprier et s'en servir en fonction de son contexte, son environnement et de ses contraintes et de ses objectifs. Mais l'idée avec la numérisation, l'industrialisation du process, c'est de le diffuser le plus possible et que les acteurs de prévention puissent s'en servir, mais ne soient pas seuls face à la fois au chantier, j'allais dire, et puis aux difficultés d'intervention, mais puissent se référer en permanence tout au long de leur utilisation et de leur vie professionnelle à l'équipe de la boîte à outils, à d'autres acteurs de prévention. Et en créant cette communauté d'acteurs de prévention, on espère pouvoir réellement à la fois mobiliser, dynamiser, mais aussi accompagner l'ensemble des acteurs de prévention. Cindy Prudhomme a formé près de 400 personnes et à chaque fois que quelqu'un a une difficulté, on a un appel, on a une référence et on a la possibilité d'essayer d'apporter une réponse. On a pu proposer aussi des temps de recyclage ou de partage d'expériences une fois par an pour tous les professionnels qui souhaitaient venir retravailler finalement la boîte à outils ou leurs interventions de prévention, leurs programmes. Donc on est vraiment dans une perspective sur du moyen et du long terme de à la fois structurer mais aussi dynamiser et accompagner l'ensemble des acteurs de prévention afin de ne pas rester seul. C'est ça l'idée. Dans cette question et cette problématique tellement compliquée, il ne faut pas rester seul. En évitant les confusions, et Cindy le rappelait à juste titre, prévenir les violences à caractère sexuel et sexiste, c'est pas faire de l'éducation à la sexualité, c'est d'autres choses. L'éducation à la sexualité, vie affective et sexuelle, on est dans une perspective positive d'accompagner l'acquisition d'une compétence dans des interactions sociales et personnelles d'accès au champ de la sexualité. Nous travaillons sur la prévention des violences qui vont s'exprimer autour des caractères sexuels ou sexistes, mais encore une fois, c'est très spécifique. C'est complémentaire puisque quelqu'un qui va bien aura probablement moins de risques de réaliser des violences qui sont des symptômes. Donc nous travaillons nous autour de cette thématique spécifique qu'on peut réaliser de manière complémentaire mais sans se tromper, sans qu'il y ait de malentendus autour de l'objectif et des moyens qu'on se propose. Très bien. Merci. Je pense qu'il est temps de clôturer cette matinale. Je remercie les intervenants, l'équipe du CRIAFS, les participants aussi pour les questions qui nous ont été posées et qui nous ont permis de compléter un petit peu le débat. Je vous rappelle que vous pourrez accéder à la rediffusion de cette matinale sur le site du DRAPS. Vous aurez aussi accès à tous les documents complémentaires qui ont été les supports de présentation, puis les documents qui ont été évoqués. Donc voilà, en espérant que ce temps d'échange aura permis de mieux faire connaître cet outil, cette démarche, et puis de vous donner envie d'agir en prévention. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Et merci au Dr Lacambre et à Madame Prudhomme pour son intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.